le projet est né alors qu'en 2018, enfin vraiment, j'étais en vacances bon, j'y réfléchissais un peu comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Et je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut qu'on crée cette solution avec de l'IA, avec de la veille scientifique, qu'on ait cherché les informations pertinentes, etc., qu'on résume. Quand j'ai eu le flash, et en fait, j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche à réfléchir à ce projet. Donc, je me souviens toujours de ce jour, de ce moment, à l'endroit où on était. Je me suis dit, voilà, c'est là que PepperDoc est réellement né. C'est là où je me suis dit, il faut que je crée une boîte qui est PepperDoc aujourd'hui. Je suis anesthésiste réanimateur à Paris. Moi, j'ai fait toutes mes études à Paris. Je viens de la région parisienne. Parallèlement, je fais de la recherche en IA. Moi, j'avais fait un master 2 en mathématiques, modélisation, apprentissage entre la fin de mon internat et le début de mon clinica, année pendant laquelle j'ai vraiment appris à entre guillemets faire de l'IA. Ça m'intéressait déjà avant. Puis là, on a développé des projets de recherche qui sont toujours en cours d'ailleurs, en lien avec l'IA et l'anesthésie et la réanimation. Et je suis cofondateur de PepperDoc, dont on va parler un peu aujourd'hui, j'imagine, qui est une solution, un site qui est boosté par l'intelligence artificielle et dont l'objectif est de faciliter la recherche académique et le travail de veille scientifique. Et enfin, je pense que c'est le plus important, je suis marié et papa d'une petite fille. Merci pour cette présentation. Elle était complète. Alors, Ouais. de ton côté, j'ai l'impression que tu es en train de construire une carrière mêlant médecine et entrepreneuriat. Et j'ai envie de te demander d'où vient cette vocation pour l'anesthésie de façon générale et cette appétence aussi pour l'entrepreneuriat. C'est des bonnes questions auxquelles il est assez difficile de répondre puisque c'est des appétences, on va dire, qui se créent au fil du temps, au fil de l'eau. Pour l'anesthésie, je dirais que je pense que comme beaucoup d'étudiants en médecine, c'est la question qu'on pose souvent à des externes ou des plus jeunes étudiants, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme spécialité? Et moi, j'ai jamais vraiment su répondre jusqu'au dernier moment parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Et j'avais la chance d'avoir des amis un tout petit peu plus vieux que moi qui étaient une ou deux promos au-dessus et qui ont choisi l'anesthésie et réanimation aussi. Et en fait, en discutant avec eux, je me suis rendu compte que l'anesthésie et réanimation et médecine péri-opératoire, c'est le nom complet de la spécialité. Et en fait, c'est une spécialité qui est hyper complète, hyper transversale, qui regroupe énormément de notions en médecine. T'as de la cardio, de la neuro, du respi, t'as plein de choses. C'est super transversal, tu dois beaucoup connaître de choses en physiologie, en pharmacologie. Enfin voilà, c'est assez complet. Et donc, je trouve que cette transversalité m'a un peu séduite. Tu fais des gestes, tu réfléchis, puis t'as l'anesthésie, t'as la réanimation, t'as la médecine péri-opératoire. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et donc tout ça m'a séduit. Et donc c'est pour ça que j'ai suivi les traces de certains de mes amis pour devenir anesthésiste réanimateur. Je pense que c'est le plus beau choix que j'ai fait professionnellement, du moins en médecine. Et puis l'entrepreneuriat, c'est venu beaucoup plus tard. J'étais pas particulièrement destiné à devenir entrepreneur. J'ai toujours aimé créer des projets, voilà, développer des nouvelles choses. J'ai aussi fait et je fais toujours de la recherche parallèlement. Et donc, mine de rien, la recherche et l'entrepreneuriat sont deux choses assez liées, en tout cas qui se ressemblent énormément. Et finalement, voilà, cette idée de PepperDoc, qui est née aussi pendant mon internat, pendant mon parcours de médecin, que cette solution que j'avais envie de développer, assez naturellement, je me suis renseigné sur comment on pouvait développer ça, et c'est là que, par curiosité, j'ai un peu regardé les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat, et je me suis dit, tiens, c'est une aventure que j'aimerais bien vivre un jour, de créer ma boîte, de la développer, et donc voilà, PepperDoc est né. Et quand on est anesthésiste, est-ce qu'on trouve du temps pour entreprendre? Est-ce que ce temps-là, je sais qu'il est cher, est-ce que tu trouves du temps pour entreprendre avec ta carrière de médecin? Oui, nécessairement. Je trouve du temps. C'est sûr que il faut avoir une certaine organisation. Il faut être bien entouré. Quand on fait de l'entrepreneuriat aussi, on n'entreprend pas tout seul, évidemment. On constitue une équipe. Et puis les choses se sont faites un peu au fil de l'eau, petit à petit. Et aujourd'hui, même si je pratique toujours l'anesthésie, parce que j'aime ça, parce que c'est important pour moi sur le terrain.
je consacre quand même le plus gros de mon temps au développement de PaperDoc avec les équipes de PaperDoc. Mais voilà, je dirais que c'est de l'organisation qui est pas toujours facile, mais c'est de l'organisation. Alors, tu as fondé PaperDoc, comme tu l'as énoncé. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette aventure, la genèse, l'histoire et l'esprit de la boîte? Ouais, bien sûr. Donc moi, comme je le disais, l'idée de PaperDoc, elle est née pendant vraiment mon parcours, pendant mon internat, où je me disais, pour maintenir nos connaissances à jour, il faut qu'on lise des publications scientifiques, des articles scientifiques. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont publiés, et puis on n'a pas forcément le temps de les lire, de les chercher déjà, de les trier, et puis de les lire. Et puis parallèlement, j'ai un peu cette appétence qui est arrivée pour l'IA, et je me suis dit, tiens, il faudrait essayer de développer une solution qui combine les deux, quoi. L'IA qui nous aiderait à faciliter ce travail d'information et de veille scientifique. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos. C'est vraiment le projet est né alors qu'en 2018, enfin vraiment, j'étais en vacances. Je voyageais avec mon épouse bon, j'y réfléchissais un peu comme ça. Et puis à un moment donné, j'ai eu un flash. Et je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il faut qu'on crée cette solution avec de l'IA, avec de la veille scientifique, qu'on ait cherché les informations pertinentes, etc., qu'on résume. Cette anecdote, elle est rigolote parce que quand j'ai eu le flash, en fait, j'ai fait une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche à réfléchir à ce projet. Donc, je me souviens toujours de ce jour, de ce moment, à l'endroit où on était. Je me suis dit, voilà, c'est là que PaperDoc est réellement né. C'est là où je me suis dit, il faut que je crée une boîte qui est, qui est PaperDoc aujourd'hui, quoi. Pour toi, ça a été une évidence, ce moment-là, tu t'es dit, c'est le moment, c'est maintenant. Ouais, ça a été, alors, c'est jamais un process on-off, mais en tout cas, c'est vraiment ce moment où je me suis dit, ok, il faut que je fasse ça. Et après, voilà, on était en 2018, la boîte, on l'a créée beaucoup plus tard. Après, voilà, il faut quand même faire les choses dans un certain ordre. Il faut trouver le temps, comme on disait, de les faire. Mais effectivement, à partir de ce moment-là, à partir de ce jour, j'avais qu'une chose en tête, c'était créer ma boîte, créer PaperDoc. J'avais pas le nom à l'époque, mais voilà, créer cette solution innovante, pimpée par de l'IA, qui facilite le travail de veille scientifique. Et en termes d'utilisation, tu conseillerais, entre guillemets, à qui utiliser PaperDoc? PaperDoc, c'est destiné à tous les professionnels de santé, quel que soit leur domaine d'activité, quel que soit leur niveau dans leur carrière. C'est destiné à tous les chercheurs. Et plus largement, c'est destiné à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la science. Si pour paraphraser quelqu'un, si on s'intéresse à la science, on doit s'intéresser à la veille scientifique. Et donc c'est valable pour chercheurs, pour les créateurs de contenu notamment, de contenu scientifique. Donc PaperDoc, on design vraiment pour que ce soit utile pour toutes et tous, même si à terme, on a également envie, on est déjà en train de développer un certain nombre de solutions, du moins en interne, qui, plus largement que le domaine des experts, va permettre à finalement quiconque d'avoir accès à de l'information scientifique validée. Évidemment, ça c'est un principe important qu'on a chez PaperDoc, on pourra en reparler, mais il faut que cette information elle soit sourcée, validée, il faut qu'elle soit avérée, et puis la digérer, de toute façon la vulgariser, la rendre accessible à tout le monde. Donc voilà le public de PaperDoc. Initialement, on s'est surtout axé sur la santé, parce que mécaniquement, étant moi-même dans la santé, on a imaginé des solutions en lien avec la santé. Mais aujourd'hui, PaperDoc, c'est une base de données de plus de 220 millions d'articles, qui est mise à jour toutes les semaines. C'est la base de données de sémantique scolaire sur laquelle on est branché, et puis on y rajoute nos couches d'intelligence artificielle. Et cette base de données, il n'y a pas que de la médecine. Il y a plein d'autres domaines, il y a des maths, de la physique, la chimie, etc. Donc on développe aussi notre solution pour l'ouvrir à d'autres domaines que ceux de la santé. J'ai pas encore eu l'opportunité vraiment d'utiliser PaperDoc, mais j'ai vu quelques articles aussi sur PaperDoc qui sont sortis notamment sur LinkedIn, et j'ai beaucoup aimé cette implémentation, tu sais, avec l'implémentation de graphiques à la sortie de certaines recherches sur PaperDoc, ce qui n'est pas vraiment réalisable et possible, par exemple, sur d'autres modèles d'IA comme ChatGPT, et je trouve que c'est vraiment pas mal pour illustrer les articles qui sont mis en avant par PaperDoc. C'est une idée que tu avais à cœur de mettre directement des graphiques ou des choses qui permettent d'illustrer ces recherches?
Alors, on a effectivement dans notre moteur de recherche, quand on pose une question à Archie, c'est le nom qu'on a donné à notre moteur de recherche, en référence à Archie Bell Cochrane, le papa de l'evidence-based medicine. On a trois types de réponses qui vont s'afficher. Et ces réponses, enfin, deux types de ces réponses ont comme objectif d'aller chercher des insights, d'aller faire une synthèse un peu structurée de la littérature scientifique en lien avec la requête. Et il y a effectivement un troisième type de réponse qui est un peu sous forme de graphique et qui en fait va répondre aux questions oui, non ou peut-être. C'est-à-dire que si tu poses une question en oui, non, je sais pas moi, existe-t-il des traitements contre telle ou telle maladie? Et ben, ça va te dire les articles qui disent oui, ça va te dire les articles qui disent non, ça va te dire les articles qui disent peut-être. On a représenté ces choses de façon graphique pour que ce soit hyper visuel. Nous, on aime bien, moi c'est quelque chose que j'aime bien et que j'essaie de faire au maximum quand je fais des présentations, quand j'explique des choses, c'est de visualiser un peu les choses, de les vulgariser bien sûr, et puis de les rendre vraiment visibles, puisque finalement une image vaut plus que 1000 mots. Donc voilà, on essaie de mettre des fonctionnalités qui rendent la plateforme plus digeste que peuvent l'être d'autres moteurs de recherche un peu plus classiques où tout est là et puis voilà, il n'y a plus qu'à lire, comme il y a quand même pas mal d'infos à lire. Je suis d'accord, ça semble très intuitif. Et de ton côté, est-ce que tu aurais une vision sur du long terme concernant PaperDoc? Est-ce que tu sais à peu près vers quoi tu te diriges à 5-10 ans? C'est une bonne question, puisque il y a encore 5-10 ans, en tout cas 10 ans, je savais même pas que j'allais créer une boîte, mais nous, l'objectif, la vision qu'on a, nous, chez PaperDoc, c'est vraiment de simplifier au maximum, d'optimiser, d'automatiser tout le process de recherche scientifique. Au sens où, si on décompose les étapes de recherche, enfin les étapes d'un projet de recherche, il faut s'informer, il faut faire ses stats, recueillir des données, faire les stats sur les données qu'on a recueillies, puis ensuite écrire son article. En fait, tout ça, on le fait sur des plateformes qui sont complètement différentes. Tout ça prend énormément de temps. Et l'objectif qu'on a, nous, à terme, c'est d'utiliser ces technologies, notamment l'intelligence artificielle, pour réduire au maximum ce temps qui est nécessaire à la construction d'un projet de recherche. Mais réduire ce temps, mais pas à tout prix. Non seulement le réduire, mais apporter de l'information vraiment qualifiée, sourcée, sans hallucination, comme certains modèles LM peuvent avoir. Voilà, l'idée c'est de trouver le juste milieu entre ok, on a été hyper efficace parce qu'on a gagné énormément de temps, mais en même temps toute l'information qu'on a produite est juste. Donc c'est ça c'est de ce vers quoi on se dirige aujourd'hui chez PaperDoc, et on a déjà un certain nombre de solutions en interne qui, euh, qui sont développées, qui existent, qu'on est encore en train de tester et qu'on va bientôt ouvrir au public. Je vois beaucoup de, je vois un bel avenir pour PaperDoc et je le dis sincèrement. Je suis actuellement, tu sais, étudiant en pharmacie, donc externe à l'hôpital, et je vois beaucoup de PH, donc de pharmaciens hospitaliers, qui font beaucoup de recherches parce qu'il y a des présentations à faire. Le souci, c'est avec l'IA, souvent, c'est pas sourcé. La possibilité de PaperDoc, c'est donc de sourcer ses recherches, et ça, c'est un avantage. Et je le vois aussi dans le monde de l'industrie, pharma de façon générale. En tant qu'industriel, surtout dans le marketing, il y a aussi beaucoup de présentations, donc je pense que PaperDoc, ça peut être vraiment un réel atout. Est-ce que tu penses peut-être faire des partenariats avec des CHU ou des CHR dans les années futures? Ah, complètement. Nous, c'est ce vers quoi on se dirige aussi, et puis même plus que ça, on commence à ficeler, on a déjà ficelé un certain nombre de partenariats, et on est en train d'en développer d'autres avec un certain nombre de structures. Là, le plus récent en date, on est partenaire avec le groupe Ramsay, Général Santé. On est en train aussi de discuter avec d'autres groupes, alors que ce soit des CHU, enfin des hôpitaux, ou des privés ou publics, ou des labos, des entreprises industrielles. En gros, nous, c'est de la science, donc toute personne ou structure qui s'intéresse à la science et a fortiori qui en produit peut être intéressée par PaperDoc, bien sûr, et donc on est en discussion avec un certain nombre d'entre elles. Alors, tu nous as expliqué la genèse de ton projet. Est-ce que tu pourrais également nous parler de ton équipe? Comment est-ce que tu as su t'entourer et comment lancer un projet sur les rails pour qu'il marche?
C'est une super bonne question et je pense qu'il faut jamais perdre de vue que quand on entreprend quelque chose, que ce soit l'entrepreneuriat ou un projet de recherche, mais comme je disais, je trouve que c'est assez lié. Euh, je pense que la première chose, c'est de bien s'entourer. Il faut une équipe solide, évidemment une équipe qui a la même vision que vous. Et c'est pour moi, c'est la première chose. C'est un peu, enfin, ouais, c'est pas moi qui l'ai inventé ça, hein, mais on investit dans une équipe, mais en tout cas, j'ai pu le vérifier au travers de l'expérience de Product, puisque bah, mécaniquement, quand j'ai eu l'idée, j'ai commencé, j'étais tout seul, et on a toujours envie de commencer un peu à faire les choses seul, et très rapidement, en fait, on s'aperçoit que ça marche pas. Donc, je me suis bien entouré, et j'ai de la chance, l'autre cofondateur, c'est Damien de l'Ensemble, qui est le CEO de Pepperdoc, on se connaissait déjà à l'époque, et lui a apporté cette touche supplémentaire qui a fait Pepperdoc aujourd'hui. Et puis bien évidemment, donc nous on a fait des levées de fonds, on a recruté, on a des ingénieurs, des développeurs, on a de la chance d'être entouré par pas mal de personnes. Et donc tout ça forme une jolie équipe qui nous permet d'avancer dans le bon sens et qui fait qu'on est là aujourd'hui finalement. Et t'as su bien t'entourer dès le départ, ou ça s'est construit progressivement, tu sais? Ça s'est progressivement, mais progressivement tout simplement parce que au début, bah, quand j'ai décidé de monter une boîte, nous en médecine on nous apprend pas comment on fait pour monter une boîte. Le parcours d'un entrepreneur complètement étranger pour un médecin. Même si c'est en train de changer, il y a de plus en plus de formations qui vont dans ce sens, il y a de plus en plus de médecins entrepreneurs, et c'est très bien comme ça, mais en tout cas moi à mon époque, même si c'était il n'y a pas si longtemps, mais les choses avancent vite, ça n'existait pas. Donc mécaniquement, j'ai commencé seul. Je me suis dit, ok, j'ai un projet, je vais voir comment je vais voir comment je peux le développer. Donc j'ai appris un peu euh, comment fonctionne ce monde de l'entrepreneuriat, comment on se fait financer, voilà, comment ça marche quoi, globalement. Et donc c'est à force d'avoir fait ce travail et également à force d'en discuter avec des gens autour de moi que bah, finalement on finit par trouver la personne qui mais attends moi ça m'intéresse, je pourrais t'aider parce que moi j'ai telle compétence et puis bah nous deux voilà, ça nous permettra d'avancer. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait avec Damien et donc bam on est deux et puis bah après tu rencontres d'autres personnes, t'as ton tech, ton dev, etc. Et puis tes investisseurs et puis bah à la fin t'as une boîte qui marche quoi. Tout s'embrique et tout finit par fonctionner. Exactement. Et de ton côté, alors je vois qu'il y a beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a également, enfin en général quand il y a du succès, il y a aussi des échecs. Est-ce que tu aurais peut-être un avis sur la perception de l'échec de façon générale et comment est-ce que tu as su peut-être te relever suite à un échec dans ta vie? Euh, Ma perception de l'échec, c'est que on n'a pas trop cette culture en France de l'échec. Je trouve, alors j'ai pas bossé dans beaucoup de pays, mais j'avais lu pas mal de choses à ce sujet. Et d'autres pays, notamment les États-Unis, où l'échec est beaucoup plus accepté dans la société ou du moins dans les parcours professionnels et parfois même valorisé. Et je, moi, je dis toujours, le succès, c'est un chemin qui est pavé d'échecs. Et il faut pas en avoir peur. Et en fait, c'est comme ça qu'on avance. C'est en se trompant qu'on apprend. Voilà, c'est des phrases de grand-mère qu'on entend souvent, mais qui sont hyper justes. Et c'est sûr que échouer, quelle que soit la taille de l'échec, ça fait toujours mal parce que bah, on a l'impression que c'est du temps perdu, que c'est de l'énergie perdue, que c'est foutu. Mais en fait non, c'est pas vrai parce qu'on apprend de ces échecs et il faut construire dessus et capitaliser sur tout ce qu'on a appris avant. Donc moi je pense que c'est une bonne chose l'échec, même si je suis le premier à râler quand ça marche pas bien sûr. Et après comment moi je fais? J'ai pas de recette magique. Je pense que le plus important, c'est bah, déjà d'intégrer le fait que c'est possible d'échouer. Et a fortiori, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, bah, faut intégrer le fait que tu peux te planter à un moment donné, et que tu peux te planter fort, que tu peux te planter plus ou moins, que tu peux te rattraper, enfin voilà, que c'est possible d'échouer. Une fois que tu l'as intégré, bah, ça te permet d'y aller en fait, d'être un peu plus téméraire, d'oser faire des choses. Et puis vraiment quand vraiment ça va pas et que la bourde ou en tout cas l'échec est important,
Et je pense que, enfin ça c'est ma recette magique à moi, mais après on n'a pas tous la même, c'est de l'accepter et puis de laisser le temps que ça passe et puis aller faire autre chose, s'aérer l'esprit et puis repartir un peu plus tard quoi, sur de bonnes bases. Donc, quand on est anesthésiste et entrepreneur, on connaît aussi l'échec, enfin des échecs de temps en temps. Ah bien sûr, bien sûr. Je pense que je connais personne qui a jamais échoué dans sa vie professionnelle, qu'on soit anesthésiste, entrepreneur ou autre. Évidemment qu'on échoue. Alors c'est sûr que un, un échec en anesthésie n'a pas forcément le même impact que, qu'un échec en entrepreneuriat. Alors j'ai pas eu ce genre d'échec en anesthésie. Je touche du bois. Mais bien sûr que je suis déjà planté. Moi j'ai vraiment été acculturé à une chose pendant mon parcours d'anesthésiste, et j'en suis très heureux d'ailleurs, c'est que se tromper c'est pas grave. Et donc échouer c'est pas grave. La seule chose c'est il faut l'admettre. En fait, faut pas le cacher. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez ancré en moi. Et donc tout ce que j'ai pu apprendre en anesthésie, je le transpose dans l'entrepreneuriat. Mais en fait c'est pas grave de s'être planté sur quelque chose. Il faut l'admettre pour pouvoir rebondir, quoi. Ah, c'est Mais pas oui, simple, bien c'est pas sûr, continuez. simple. D'admettre qu'on est dans C'est pas l'erreur ou dans simple. l'échec, c'est pas simple, oui. Ah, c'est pas simple, mais parce qu'on n'est pas habitué à ça, en fait. Il y a toujours la peur du jugement, on prend la chose très personnellement. Et ça m'arrive de le faire aussi, bien sûr, hein. Mais je pense qu'il faut s'efforcer en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, et moi, c'est ce que j'essaye de faire à titre personnel, c'est de toujours s'efforcer à admettre quand on a pu se tromper, quand on a échoué, et vraiment intégrer le fait que, ok, mais c'est pas grave, parce que tout simplement, ça arrive d'échouer. Alors la même faute répétée, enfin le même échec répété tout le temps par la même personne, ça devient une faute. Mais avant d'en arriver là, mais c'est tout à fait ok de se planter et il faut juste qu'on en tire les conséquences pour plus que ça arrive. C'est vraiment moi l'état d'esprit que j'ai par rapport à l'échec. Alors avant, je t'ai demandé un peu ta perception prospective de Paperdoc sur 5 à 10 ans, mais là de façon personnelle. C'est quoi la version de Nicolas que tu aimerais voir dans 5 à 10 ans? T'arrives à te projeter en ce sens ou pas? D'un point de vue professionnel, le Nicolas de 5 à 10 ans sera très lié au Paperdoc dans 5 à 10 ans, indéniablement, du moins je l'espère. Bah, nous, à terme, l'idée, c'est effectivement d'amener la boîte le plus loin possible, de développer tous les projets qu'on est en train de développer ou qu'on a envie de développer, de porter ça au plus haut niveau entrepreneurial. C'est de continuer aussi à exercer l'anesthésie, puisque ça me plaît, tout simplement, et j'aime bien avoir toujours un pied sur le terrain, parce que je trouve qu'on se nourrit aussi de l'expérience du terrain pour imaginer des choses qu'on peut entreprendre derrière. Et pour boucler sur ma présentation de tout à l'heure, c'est être toujours un mari et puis un bon papa pour ma petite fille et puis continuer aussi dans ce sens-là, bien sûr. Un grand merci pour cet échange enrichissant sur ton parcours, tes expériences entrepreneuriales et ta vision inspirante du secteur de la santé de façon générale. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'entrepreneuriat dans ce domaine ou explorer d'autres aspects de l'industrie, alors n'hésitez pas à partager cet épisode et tous les liens pour découvrir les projets de Nicolas, dont Paperdoc, sont donc en description de la vidéo. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.